Il est présentement 15 heures, heure de Montréal. C'est notre dernière heure de ce Weboton pour Haïti. Michel Blanc, ça se déroule comme tu le souhaitais? Moi, là, comme on dit au Québec, je tripe. J'ai beaucoup de plaisir et on fait une preuve de concept que les médias sociaux servent à unir les gens, que les médias sociaux pourraient maintenant être incorporés dans les émissions d'affaires publiques. On rejoint des gens qui sont aux quatre coins de la planète et on discute avec eux de comment les médias sociaux ont un impact sur la catastrophe qui s'est passée en Haïti. J'en profite pour inciter les internautes à cliquer sur les hyperliens qui sont dans la barre latérale de droite du site Haïti. C'est une conférence qui vous aurait coûté plusieurs centaines de dollars si vous aviez payé pour écouter les différents experts qu'on vous présente aujourd'hui. C'est gratuit et en échange de cette gratuité, on espère que vous allez être généreux et que vous allez donner à Haïti. Maintenant, on entame le dernier bloc. Notre dernier bloc, on va vous expliquer comment faire des médias sociaux. Et pour ça, on a plusieurs intervenants. On a ici en studio M. Philippe Martin, qui est le président de la Fabrique de blogs, dont le métier est de faire des blogs et de donner de la formation justement sur les médias sociaux. On a aussi Multilink Haïti, qui n'est pas encore branché avec nous via Skype. On va avoir aussi M. Pierre Côté, qui va nous parler via Skype pour vous présenter un peu ces deux autres intervenants-là. Pierre Côté, c'est l'inspiration de notre Weboton aujourd'hui. Pierre Côté fait lui-même un Weboton Haïti depuis plusieurs mois. Il fait le tout en direct de son salon. S'il ne peut pas nous entendre, les personnes qui s'occupent de son Skype, posez-lui la question pour qu'il nous explique comment il a réussi à faire depuis son salon l'équivalent, beaucoup moins gros, mais quand même l'équivalent de ce qu'on voit présentement sur le web. Et pour ce qui est de Stéphane Damour, qui est le directeur marketing de Multilink, moi j'aimerais qu'il nous explique, parce que pour faire une histoire longue courte, Multilink est le fournisseur Internet qui est en Haïti et qui fournit les services Internet en Haïti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'est survenue la catastrophe haïtienne, Internet fonctionnait toujours, puisque l'Internet en Haïti est un Internet qui fonctionne par onde radio. Donc, contrairement à ce qu'on connaît ici au Canada, ici, notre Internet fonctionne par un Internet filaire, à moins que vous soyez avec un petit bidule comme ça, qu'on appelle le iPhone, ou encore Android, ou encore le BlackBerry, les téléphones intelligents. Vous pouvez faire de l'Internet via les ondes téléphoniques, mais en Haïti, c'est via les ondes radio. Et Multilink était basé dans l'ancien bunker de l'ambassade du Canada, ce qui fait que quand la catastrophe est survenue, eh bien, l'Internet fonctionnait toujours puisque le bunker n'a pas été atteint par le tremblement de terre et qu'il fonctionnait avec des batteries et qu'il fonctionnait aussi avec de l'énergie solaire. Donc, lorsqu'on va discuter avec M. Stéphane Damour, il va nous expliquer lui aussi comment les médias sociaux ont énormément aidé les Haïtiens qui étaient en détresse. Mais avant qu'on puisse parler, est-ce qu'on est branché? Avec qui on est branché, Claude? Avec Stéphane Damour. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour Michel. Alors Stéphane, j'aimerais que tu nous expliques comment Multilink a pu se servir des médias sociaux pour, entre autres, remettre sur pied les services Internet qui étaient si importants durant le tremblement de terre en Haïti. Là, j'ai un petit bout qui a coupé, mais si j'ai bien compris, tu veux que j'explique comment Multilink a remis les services en fonction. C'est bien ça? Oui.
Oui! Ben, les services ont toujours demeuré opérationnels chez Multilink. Du moment même où le tremblement de terre se produisait et tous les jours qui ont suivi, on a eu 2 heures d'interruption. C'était 2 fusibles qu'on a dû remplacer. Mais en dehors de ça, les services ont toujours continué. Merci. Maintenant, je crois que tu as eu certains problèmes à trouver Ça coupe, ça coupe. Je crois que tu as eu de la misère avec tes employés parce que tes employés, tu n'avais plus accès à tes employés. Et puis, tu as trouvé des nouvelles ressources pour aider à maintenir la continuité des services. Les médias sociaux ont été utiles. Ben, nos employés, comme les millions d'Haïtiens qui ont été frappés par le tremblement de terre, ont perdu maison, famille. Ils étaient vraiment assommés, non seulement physiquement, mais psychologiquement par l'événement. Et via les réseaux sociaux, notamment Twitter, et un ensemble de personnes qui ont aidé. On est allé chercher de l'aide des plus grandes compagnies technologiques telles que Google, telles que Fujitsu au Québec, telles que Cisco, telles que Tricom, OneMax, pour nommer tous ces quelques-uns-là, et ainsi qu'un nombre important de volontaires qui sont venus en Haïti nous aider à maintenir nos services opérationnels, mais surtout étendre le réseau d'urgence qu'on est en train de déployer actuellement. Merci, Stéphane. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je ne vous entends pas. Moi, je vous entends et vous allez m'excuser. Vous avez peut-être des difficultés à m'entendre parce que je parle la bouche pleine, ce qu'il ne faut jamais faire. On mange du griot sur le plateau présentement, là. Mais étant donné que c'est un webauton qui est en continu, on a quelques secondes pour faire les choses qu'on a à faire, disons, entre les segments. Quelques secondes pour faire. Et une des choses qu'on doit faire, bien évidemment, c'est continuer d'être en vie et de se nourrir. Donc, on a une commandite qui nous vient. On mange de la nourriture haïtienne. Oui, c'est Flap Flap. On mange le griot de Flap Flap, une chaîne de restaurants, la première chaîne de restaurants haïtiens à Montréal. Et c'est la première fois de ma vie que je mange du Flap Flap. Alors, Et c'est la première fois de ma vie que je fais une plug dans un webauton. Nous en ligne. Oui, il est là. Oui, s'il veut nous expliquer un peu, Pierre Côté. J'ai déjà soumis une question à Pierre. Là. Oui? Ouais, on est en train de soumettre une question à Pierre. D'abord, je pense qu'on va présenter Pierre Côté à nos internautes. Oui. Pierre Côté est un réalisateur à la télévision depuis une vingtaine d'années environ. C'est un visionnaire. Et puis, il s'est attaqué au web déjà au milieu de la décennie 90. Et puis, il a toujours vu la force du web comme citoyen. Et maintenant, de sa maison, depuis le premier soir du tremblement de terre, Pierre Côté diffuse à tous les jours. Parfois, il va diffuser une vingtaine d'heures de contenu de son studio. Et première question à Pierre qu'on lui a posée, c'est qu'on aimerait qu'il nous décrive son environnement, son studio fait maison. Alors, Pierre, on t'écoute avec ta réponse. Ouais. Est-ce qu'on a pu acheminer la question à Pierre? Ah, oui, c'est vrai. Pierre nous parle là, présentement, on n'entend pas. Pendant ce temps-là, je pourrais peut-être vous présenter Marie-Evelyne Michel, qui vient d'arriver avec nous à table, qui est chroniqueuse à l'émission Le Lab. Et reporter à mise à jour aussi. également. Et puis, tu viens de lancer un documentaire, Couleur Noire, hier, on a fait En la ensemble. compagnie de Philippe. Tout à fait. Ouais. Et puis, on a pensé, te demander de venir à table, là, parce que les médias sociaux jouent un rôle assez important dans ton travail Oui, maintenant. c'est ça. Moi, je ne suis pas une spécialiste des médias sociaux, mais comme tout le monde, j'aime y toucher, j'aime découvrir ce qu'il y a là. Et je me rends compte que dans mon travail, c'est fort utile. Parce que quand je dois, par exemple, au lab, on aborde des sujets qui sont, pour moi, souvent de la complète découverte. Et quand je connais moins bien un sujet ou que je veux étayer la recherche, je tape un petit mot sur mon Facebook, qui connaît telle question, est-ce que quelqu'un peut me renseigner là-dessus? Et là, les réponses fusent, puis ça m'alimente dans mon travail beaucoup. C'est une source d'informations pour faire notre propre travail. Et le réseautage est évidemment très, très puissant parce qu'on y trouve aussi parfois des intervenants qui
peuvent participer. Dans le domaine du contenu et de la télévision, effectivement, c'est un outil maintenant qui a changé notre vie parce que parfois, quand on cherchait un intervenant pour un documentaire, par exemple, on pouvait attendre des semaines. Maintenant, les choses peuvent bouger en demi-journée là, quand on fait une demande. Mais d'ailleurs, c'est ça, dans Couleur Noire, il y a 2 de nos intervenants qui sont des personnes qu'on a recrutées par Facebook, de personne en personne, ou le fait d'être en communication, en lien avec tous ces gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément, ça nous permet de connaître leur champ d'activité de par ce qu'ils mettent comme statut. Oui. Et puis j'allais dire tweeter, mais bon, on ne tweete pas là, sur Facebook. De parce que les gens mettent comme statut, on apprend à connaître les gens, on découvre leurs intérêts. Et puis des fois, ben, oups, on se dit, ah, cette chose-là, moi, je peux relier cette personne-là à tel projet. Et puis comme ça, on a trouvé des intervenants très intéressants dans ce documentaire-là. Bien, justement, comment on fait pour faire du réseautage? Comment on fait pour se servir des médias sociaux? On a la chance d'avoir M. Philippe Martin, dont c'est la spécialité. Philippe, comment qu'on fait les médias sociaux? Ben d'abord, il faut savoir, on a beaucoup parlé tout à l'heure des processus, de comment on les utilisait, que ça devenait extrêmement populaire, pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça vient quand même d'une prouesse technologique à laquelle on a assisté depuis 10 ans. C'est que les outils sont simples et faciles à utiliser. Il y a une dizaine d'années, quand on faisait un site internet ou que l'on voulait communiquer sur les forums ou ces choses-là, il fallait avoir certaines connaissances informatiques. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur, un peu de l'ordinateur ou du web. Puis on peut se demander pourquoi les blogs ont autant de succès, pourquoi il y en a autant et pourquoi c'est le premier réseau social mondial, c'est la blogosphère. On parle beaucoup de Facebook, mais il faut savoir qu'à la base, tout est parti de là. La pierre angulaire, c'est la blog. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien que ça et c'est aussi populaire autant de monde, c'est parce que les outils sont simples à utiliser et la plupart du temps, ils sont gratuits. Je prends l'exemple, par exemple, de la plateforme Blogger qui appartient à Google. Eh bien, vous pouvez ouvrir votre blog en quelques clics assez rapidement sur cette plateforme. Et puis, si vous avez, au fur et à mesure que vous jouez avec, si vous avez un petit peu d'expertise, de pratique, ben après, vous allez pouvoir le configurer, mettre les couleurs que vous voulez, les catégories, etc. D'une certaine manière, la technologie a redonné le pouvoir aux utilisateurs. Ça ne prend pas un bac en informatique pour démarrer un blog maintenant. Mais d'ailleurs, moi, quand je fais des conférences et que je parle de blog, je donne l'exemple de ton fils, qui, lui, à 9 ans, avait déjà 3 blogs sur Blogger. Oui. Donc, on s'entend que si un enfant de 9 ans, qui est quand même très, très intelligent, mais c'est quand même un enfant de 9 ans. C'est aussi le fils de son père, je pense. Et si un enfant de 9 ans est capable d'ouvrir un blog, on s'entend qu'à peu près n'importe qui est capable d'ouvrir un blog. Oui, c'est vrai. D'une certaine manière, il ne faut pas oublier que cette génération-là sont on appelle les digital natives. Nous, on est des immigrants du numérique. On a traversé toutes sortes de... Eux, ils sont nés avec ça et ils sont nés avec tout numérique, finalement. Et puis, les jeunes, comment ils fonctionnent maintenant? Ils fonctionnent beaucoup en tribu. C'est-à-dire que tout le monde se donne des informations. Et si on n'a pas une réponse, il y a toujours quelqu'un dans la gang qui va venir donner la réponse. Ça fonctionne beaucoup en partage. D'ailleurs, ça va probablement créer, pas des problèmes, mais des réflexions pour les entreprises, parce que quand ces jeunes-là vont arriver sur le marché du travail, il va falloir s'adapter à eux. C'est les entreprises qui vont être obligées de s'adapter à eux, c'est pas eux qui s'adapteront à l'entreprise. Mais maintenant, si tu parles d'entreprise, et effectivement, Blogger, c'est une plateforme qui est très facile d'utilisation pour un néophyte, mais dans un contexte organisationnel, tout à l'heure, on avait des ONG, on avait des politiciens. Si eux voulaient faire un blog, tu ne suggérerais sans doute pas qu'ils utilisent Blogger. Non, Blogger, je pense que ça appartient à Google, donc c'est relié à tout l'écosystème Google. C'est le premier pas, c'est assez facile, etc. Moi-même, quand j'ai commencé à bloguer, au début, j'ai commencé sur Blogger parce que je voulais voir comment c'était. Puis à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y a quand même certaines fonctionnalités, mais si on veut passer à une étape beaucoup plus professionnelle ou utiliser pour un média ou une entreprise, un contexte professionnel, il y a d'autres outils qui sont bien sûr beaucoup plus performants. Entre autres, je parlerai de WordPress, qui est la plateforme de blog numéro 1 mondial en logiciel libre, en open source. Et qu'est-ce que ça a comme différence? C'est parce que sur WordPress, c'est une communauté. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'un blog, c'est un logiciel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez aller utiliser en ligne. Alors, l'avantage de WordPress, c'est que vous avez en même temps toute une communauté de développeurs, de petites fourmis qui vont aller construire des petits outils qui vont permettre l'utilisation du blog dans un certain contexte.
Par exemple, si vous êtes un photographe, vous voulez utiliser votre blog pour publier des photos, il y a des gens qui vont créer une visionneuse en ligne spécifique que vous allez installer sur votre blog. Ou, par exemple, vous avez des gens qui peuvent vous créer une pétition en ligne. WordPress accepte, en fait, de discuter, d'intégrer toutes sortes d'outils qui vont maximiser son utilisation dans un contexte spécial. En même temps, WordPress communique, agrège tous les autres réseaux sociaux. Les utilisateurs doivent payer pour être sur WordPress. Il y a deux modèles, en fait. Il y a WordPress.com, qui est la plateforme WordPress, où là, vous pouvez ouvrir votre blog, et puis avec votre nom, philippemartin.wordpress.com. Puis après, si vous voulez avoir un nom de domaine, ou si vous voulez avoir un certain quantité de possibilités de data sur cette plateforme-là, il va falloir payer. Et l'autre possibilité, c'est que vous téléchargiez le logiciel et vous l'installiez directement sur votre propre serveur, où là, vous allez avoir votre propre base de données, etc. Et ça prend une petite formation pour pouvoir après ça l'entretenir, c'est ça? C'est toujours une question de niveau. Si vous pouvez ouvrir un blog sur WordPress, c'est un peu comme Blogger, c'est quand même assez simple, mais ça reste toujours quand même extrêmement limité au niveau des fonctionnalités parce que vous dépendez finalement des administrateurs de la plateforme. Et vos données sont chez WordPress. À partir du moment où vous téléchargez le logiciel sur votre serveur, dans votre environnement à vous, après, vous avez la capacité d'aller chercher toutes les plugins, ce qu'on appelle des extensions, en fait, en français, qui vont vous permettre après d'installer différents petits programmes autour, dans toutes sortes de photos, vidéos, toutes sortes d'outils qui vous permettent de maximiser l'utilisation. Merci beaucoup, Philippe. On me dit qu'on peut maintenant communiquer via Skype avec Pierre Côté, dont on vous parlait plus tôt. Pierre Côté qui a un studio de diffusion chez lui et qui diffuse plusieurs heures par jour depuis le séisme en Haïti. Et qui est notre inspiration pour le Webauton d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dire qu'on était invités à l'émission de Pierre Côté, Michel Blanc et moi, il y a à peu près un mois. Oui, et c'est sur cette émission-là qu'on a eu l'idée du Webauton. Et voilà, c'est comme ça après ça, on est allé voir le patron, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Le patron qui est le patron de Vox, Éric Fournier. Pierre Côté? Allô? Bonjour, Pierre. Allô? Pierre, j'aimerais que tu nous décrives un peu ton environnement, où tu es, ton studio maison que tu as construit. Décris-nous-le, s'il vous plaît, pour que nos internautes comprennent bien le travail. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Je vois pas bien. Placement de produit, là. Product placement. Si moi, je te montre mon morceau de griot comme ça. OK. Décris-nous ton environnement. Essentiellement, Real-Time Réalité a été réfléchi durant l'été aux îles de la Madeleine. Real-Time Réalité a été lancé à l'automne-octobre. Quand les événements sont arrivés, le tremblement de terre, j'étais prêt. J'avais déjà eu des contacts avec Stéphane de Multilink Internet. Tout ce qu'on a fait simplement, c'est on a mis la switch à on et on était opérationnel pour couvrir l'événement en temps réel à travers la planète sur une plateforme collaborative. Une plateforme collaborative, explique-nous ce que tu veux dire. Dans le sens que moi, j'agis à titre de, je dirais, de chef d'orchestre. J'ai des instruments, j'ai des musiciens qui sont à travers la planète. Donc, tout le monde joue un rôle pour faire avancer l'histoire, recherche de contenu, recherche de ressources pour, par exemple, transporter de l'eau, recherche aussi au niveau du direct avec Haïti pour avoir l'information sur le terrain, quels étaient les besoins concrets, réels, urgents au moment du tremblement de terre. Donc, la plateforme collaborative, c'est une plateforme qui est ouverte. Tout le monde pouvait jouer et peut toujours jouer un rôle d'ailleurs pour changer les choses. Je prépare une deuxième mission. Cette fois-ci, Real-Time Réalité sera en direct d'Haïti avec la même plateforme collaborative. Donc, on a déjà commencé à travailler le contenu pour qu'il y ait des choses qui changent, entre autres, la rétribution et l'allocation des montants d'argent que les ONG ont demandé aux gens, entre autres, l'organisation de Wyclef Jean, où il y a un gros problème actuellement de transparence. Et on fait ça comment, une plateforme collaborative comme tu l'as fait? On sait déjà que toi, tu diffuses sur la plateforme Newsstream. On suppose que tu as une couple de caméras. Est-ce que tu peux nous expliquer la mécanique?
sans rentrer dans tous les détails du détail, là, nous donner une idée de comment ça fonctionne. Essentiellement, Michel, là, c'est l'utilisation de toutes les propriétés libres et gratuites qui convergent ensemble. Donc, essentiellement, c'est évidemment l'accès Internet. La caméra, c'est une seule caméra, évidemment. QStream, je l'ai utilisé, je l'ai choisi. Il y a d'autres possibilités, mais grosso modo, c'est d'utiliser toutes les plateformes qui sont gratuites, qui sont disponibles, et de les faire converger d'une seule et simple manière à travers les autres médias, entre autres Twitter, Facebook, blog également. Donc, c'est vraiment de faire converger cette information-là en temps réel, d'où l'appellation Real-Time Collective Intelligent Transmedia. Merci beaucoup, Pierre. D'ailleurs, quand on parle de convergence, on va revenir à Philippe. Philippe, moi, je dis souvent à mes clients que s'ils ont un blog ou un site web, ça, c'est le point de chute. Mais que la conversation et que les fonctionnalités peuvent se trouver ailleurs. Par exemple, si tu as des photographies, moi, je dis souvent que c'est mieux de les mettre sur un autre site qu'on appelle Flickr. Et là, de Flickr, prendre le code et le mettre sur son blog. Si on a une vidéo, c'est peut-être mieux de le mettre sur YouTube et sur Dailymotion et de prendre le code de ces sites-là et de le mettre sur ton blog. Qu'est-ce que tu penses de ça, Philippe? En fait, au départ, le blog, c'était un média écrit. Et puis, petit à petit, d'ailleurs, tous les grands experts des débuts des années 2000 n'avaient jamais vu ça arriver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de fêter les 5 ans de YouTube. Ouais. Flickr, je pense Quelques aussi à jours, là. 6 ans. En fait, Flickr, c'est une énorme banque de données de photos où facilement les gens peuvent aller mettre des photos, des tags, etc. Et donc, comme la communauté est devenue importante, il y a des gens qui peuvent aller chercher directement dans les photos dans Flickr. YouTube, c'est la même chose. C'est un énorme contenant de vidéos. YouTube, c'est 24 heures de contenu qui est uploadé par minute et 1 milliard de vidéos par jour. Donc, l'avantage des blogs, en fait, c'est que vous pouvez facilement déposer vos photos sur Flickr, qui est déjà une communauté. Vous pouvez déposer des vidéos sur YouTube, qui est également une grosse communauté, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se trouve là. Et vous pouvez en même temps, il y a des prouesses technologiques par rapport à ça, vous pouvez prendre un petit ligne de code, ce qu'on appelle un script, un embed, puis aller coller votre photo dans votre blog ou coller votre vidéo directement dans votre blog. Alors, ce que ça fait, c'est que tous ces outils-là, maintenant, parlent entre eux et sont interfacés. Alors, ça, c'est une grande nouveauté aussi. Est-ce que ça augmente pas la visibilité aussi? Ça augmente la visibilité parce que je prends l'exemple d'une blogueuse française, Natacha Kester-Siméon, qui est une amie. Elle, au début, elle a d'abord commencé par Flickr parce que c'est une photographe. Donc, Flickr, c'est un blog photo aussi, d'une certaine manière. YouTube, c'est un blog vidéo aussi. Et elle s'est fait une certaine notoriété sur Flickr, puis elle s'est fait beaucoup d'amis là-dessus. Puis un jour, elle a démarré son blog. Mais elle était beaucoup plus connue sur Flickr que dans l'écrit, etc. Et puis un jour, elle m'a pointé c'était drôle parce qu'elle m'a pointé dans une photo qui était sur Flickr vers mon blog, puis elle a pointé dans un billet qu'elle avait écrit sur son blog vers mon blog. Et quand j'ai regardé les statistiques, 80% du trafic qui est arrivé sur mon blog venait de Flickr. Et pas de son blog parce qu'elle était déjà très présente et active dans une grosse communauté qui est la communauté des photos qui est Flickr. Puis on peut voir la même chose pour YouTube. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a un autre élément qui est arrivé dans le paysage puis qui aide beaucoup maintenant, c'est l'arrivée de Twitter. Parce qu'en fait, il y a de la confusion. Les gens pensent que Twitter, c'est un média social. Twitter, ce n'est pas un média social. Twitter, c'est un canal de communication qui va créer des relations sociales. Alors, l'avantage de Twitter, c'est qu'il lui aussi discute avec tout le monde et il permet de diffuser le contenu. Vous publiez une photo sur Flickr, vous pouvez relier votre compte Flickr à votre Twitter et automatiquement être publié sur votre compte Twitter. Et pareil pour votre blog, pareil pour YouTube. Donc, tout est relié maintenant. Alors, Twitter aide beaucoup à la diffusion encore plus. Tout à l'heure, Puis justement, le show qu'on a fait aujourd'hui, c'est un show qui a été fait sur les médias sociaux. Et on a notre geek officiel, Christian, qui s'est occupé de faire toute cette organisation-là. Et Christian, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as monté, quels outils tu as pris pour monter le show qu'on voit présentement.
Oui, alors effectivement, pour revenir simplement à faire le lien avec Pierre Côté, moi-même, j'ai été, moi qui fais de la web diffusion depuis 2-3 ans maintenant, j'ai été fort impressionné par le setup de Pierre Côté au mois de novembre, début décembre. Et puis je me suis dit, il a raison, il faut s'en aller là. Comment je vais faire? Et alors lui, il a une expérience de télévision, donc c'est sûr qu'après avoir été un professionnel de la télé pendant des années, il a des outils, il a des régies, il a des câbles, il a toutes sortes de patentes. Il travaille avec 2 ordinateurs, d'après ce qu'on a vu, grâce aux espions de RDI qui étaient chez lui une fois. Je peux confirmer, je suis allé chez lui. Tu es allé chez lui, c'est ça. Et donc, il avait fait un setup professionnel, bien bidouillé. Et puis, je me disais, comment je vais faire? Et soudain, pouf, Ustream nous sort un logiciel qui s'appelle Ustream Producer, avec une version professionnelle, une version gratuite d'abord qui coûte $0, avec une caméra et la possibilité de rajouter des saisies d'écran, des captures d'écran, des vidéos préenregistrées, des images fixes, etc. Et une version payante à $200 américains, c'est quand même raisonnable, qui permet donc, et alors vraiment de façon hyper simple, de créer un stream comme on le fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je n'utilise pas ce logiciel-là, que je possède, mais vu qu'on avait des sources différentes et que c'était un peu plus complexe, j'ai opté pour Wirecast. Wirecast qui est un logiciel qui lui vaut à peu près $500 américains. Et il y en a d'autres, il y en a plusieurs autres qui existent déjà depuis un moment, mais c'est Pierre vraiment qui était le déclencheur, qui m'a fait prendre conscience du besoin. On en est là. Et donc, ce Wirecast, en fait, c'est le produit d'origine duquel est tirée la version gratuite et la version payante semi-professionnelle de Ustream. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour une organisation, une ONG, c'est plus compliqué du tout de faire de la web diffusion. On peut, sans aller très très loin, pas aussi loin qu'on le fait aujourd'hui avec toute une équipe TV, pas aussi librement peut-être que le fait Pierre chez lui, avec aussi, il ne faut pas oublier que c'est du contenu, hein, donc Pierre, il y a aussi le contenu dans ce qu'il fait, mais on peut facilement faire un show avec à moindre frais. Tout ce que ça prend, c'est de mettre ce logiciel, d'avoir des caméras les meilleures possibles, mais sans que ce soit très dispendieux. Une caméra aujourd'hui, pour faire un petit show, on peut parler d'une mini DV à $350 et on peut le faire, jusqu'à une petite caméra professionnelle d'entrée de gamme à $3000 canadiens à peu près, là, ou 3005. Et de toute façon, moi, ce que je comprends, c'est que on a fait un blog. Il y a Mme Diane Bourque qui nous a aidé à monter ce blog-là. Oui. On a fait une page Facebook. On a individuellement tweeté l'événement. On a ouvert un canal Ustream sur lequel vous voyez présentement les délibérations qu'on a. Dans ce canal Ustream-là, vous avez un chat où on voit les questions des internautes. Et il y a aussi ce qu'on appelle un hashtag qui est sur Twitter, c'est-à-dire un dièse avec les mots Web IT. Alors, si on utilise certains outils comme le Twitter Search de Twitter, on peut savoir qu'est-ce que les gens disent. Et c'est un petit peu ça, la constellation des outils qu'on sait servir aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. D'ailleurs, les gens qui sont en ce moment sur Ustream, peuvent voir qu'on a un clavardage qui est une application web, un protocole, c'est le protocole IRC, Internet Relay Chat. Donc en fait, Ustream eux-mêmes, ils n'ont pas construit une application. Ils ont pris quelque chose qui existe et hop, ils l'ont harnaché à leur système. J'ajouterais ici que c'est une révolution aussi pour quiconque est en communication depuis un moment, d'avoir cette notion-là, d'avoir la fenêtre avec le vidéo, mais aussi la fenêtre de clavardage juste à côté, qui permet de faire un peu ce qu'on fait encore maintenant, une ligne ouverte, mais on peut le faire maintenant en parallèle. Donc, c'est assez puissant, ça, comme possibilité de communication, parce que les internautes réagissent en temps réel. Et une autre chose qui est intéressante aussi, et ça va ouvrir vers un modèle d'affaires dans les prochaines années, c'est qu'on peut voir le nombre de personnes qui nous suivent exactement. C'est ça. Oui, sauf qu'on sait le nombre de personnes qui sont sur Ustream, mais encore là, Ustream, quand vous regardez juste en haut de l'écran, vous avez Embed Codes, donc le code de l'émission qu'on fait présentement a été dispersé à plusieurs endroits sur le web. Par exemple, tout à l'heure, on avait M. Bruno Guglielminetti, et il y a des gens qui nous écoutent de son carnet techno et qui ne sont pas sur Ustream. Il y a des gens qui nous écoutent du site du blog qu'on a fait Web IT et qui ne sont peut-être pas comptabilisés dans le nombre de viewers. On sait qu'il y a des gens en Europe qui
nous regardent et qui ne sont peut-être pas sur Ustream. Et dans le Embed Codes, vous pouvez saisir l'image vidéo de ce qu'on diffuse présentement, mais vous pouvez aussi saisir l'image du chat. Vous pouvez aussi saisir l'image du hashtag Twitter. Ouais. Donc, il y a tout un écosystème et ça fait partie aussi de ce qu'on vit comme expérience. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, toute l'émission est enregistrée et va être installée pour la postérité sur Twitter et sur Ustream, pardon. Et les gens vont pouvoir continuer de regarder l'émission qu'on fait présentement. Et le blog qu'on a fait, haiti.guignoletduweb.org, va aussi continuer d'être en ligne, ce qui fait que les gens qui nous écoutent dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous avez aussi le droit de cliquer sur les hyperliens qui sont à la droite, la barre latérale droite du site haiti.guignoletduweb.org et d'envoyer des dons. Merci beaucoup, Christian. J'ajoute, juste avant d'aller au Skype, j'ajoute aussi une chose qu'il y a une application Ustream aussi qui permet de pouvoir tourner en direct et donc de verser le vidéo en direct. Et ça aussi, ça en est une révolution assez puissante là, qui prend sa place. C'est ce que tu as utilisé quand tu étais en Haïti, toi. C'est ce que j'ai fait, oui, effectivement, quand j'étais en Haïti, je l'ai fait souvent. C'est directement balancé sur YouTube, il y a un bouton. Live, tu fais record et puis c'est parti. Bon, il y a Pierre Côté qui nous attend sur Skype. On lui a tantôt posé la question à savoir comment utilise-t-il la communauté pour développer son émission, son contenu. Parce que quand on le suit, on s'aperçoit qu'il tend la main vers bon nombre d'internautes et c'est un peu comme ça que son contenu se construit. Comment utiliser Pour répondre à la question, le principe repose sur une notion de confiance en une intelligence collective. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 10, 15, 100, 200, 3000 personnes qui ont la même quête, donc la même motivation à changer les choses ou à atteindre un objectif commun. Donc, c'est d'avoir foi à cette intelligence collective-là, qui est dans le fond, je dirais, le fantasme ultime de la démocratie. Donc, moi, depuis le début, je fais confiance à mon intelligence collective. Des fois, c'est plus long, mais en bout de ligne, on réussit toujours à trouver des solutions hors de l'ordinaire. Je pense, entre autres, à un des membres de l'intelligence collective, un des membres de l'équipe, un homme du Minnesota. C'est lui qui a eu l'idée de dire, on laisse faire l'avion, on prend le transport de Montréal jusqu'à Miami. Ensuite, on choisit un bateau de Miami jusqu'à Port-au-Prince. Donc, c'est un brainstorm en temps réel et c'est de cette façon-là que je l'utilise sans, je dirais, préjugés, sans jugement, sans entrevue, sans surtout barrière à l'entrée parce que je pense l'important, c'est du citoyen de vouloir changer les choses, de vouloir s'impliquer. L'idée, c'est pas dans la manière de le faire, c'est dans l'intention. Alors, c'est pour ça que moi, c'est de cette façon-là que j'utilise la communauté. Ça s'est appliqué pour Haïti, mais ça s'applique pour tout autre projet où il y a une masse ou une minorité de gens qui veulent transformer ensemble les choses. C'est pour ça que je dis souvent dans mes tweets avec un hashtag « Just One Nation, Together We Can ». Together we can change a thing. Pierre, juste pour bien comprendre ce dont tu nous parlais par rapport au transport, tu parlais d'un convoi d'eau qui a été envoyé à Haïti. C'est ça ce que tu voulais dire, hein, je pense? Oui, c'est qu'à un moment donné, dès le début, on avait une problématique. On avait de l'eau, mais tous les canaux de distribution traditionnels étaient bloqués. L'avion. Alors, il n'y avait pas moyen de sortir de l'eau du Québec. À un moment donné, un Américain a eu l'idée de prendre la voie du transport, d'aller jusqu'au port de Miami et de là de changer la route, c'est-à-dire du camion pour le bateau. Mais jamais, moi, j'aurais pensé à ça seul. C'est ensemble qu'on est arrivé avec le flash que les avions, il n'y en a pas d'avions qui décollent de Montréal, il n'y a pas d'avions qui atterrissent à Port-au-Prince, en tout cas dans les premières journées, pour transporter de l'eau. C'est une problématique, il y a une rareté de ça. Maintenant, comment on réagit? On a pensé au camion, on a trouvé un camion, on a trouvé un bateau de Miami jusqu'à là-bas, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer un nouveau canal de distribution. Merci beaucoup, Pierre, pour ton temps cet après-midi. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait aussi
depuis les dernières semaines et on continue à te suivre en ligne. C'était Pierre Côté. À toi, Michel. Puis justement, en parlant de communauté, on parle aussi d'interactivité. On a des questions qui nous viennent des internautes en temps direct. Christian, as-tu une couple de questions pour notre copain Philippe, pour moi-même, pour Claude, pour Carla, pour Philippe, pour Marie-Evelyne, En fait, pour Stéphane qui est sur Skype? oui, en fait, je pense que c'est plus les gens des ONG là, qui sont interpellés. Tout le monde félicite Pierre, je pense, de son implication. Les gens ont été heureux d'avoir quelques outils, des commentaires, donc résumé des ressources techniques requises de PC, Ustream, Producer ou Wirecast, mini-DV à $300. Donc ça fait du bien de savoir ces réponses-là. Donc il faudrait publiciser ces choses-là. Puis la grosse question, c'est, oui, mais d'accord, mais pourquoi et comment pourquoi les organisations, les ONG et autres n'utilisent pas ces choses-là encore et pourquoi et est-ce qu'elles ont l'intention de le faire et comment? La question, c'est le contenu. Et on a eu un élément de réponse avec Pierre qui lui-même nous a parlé plus de contenu que de contenant. Mais le contenu ne devrait plus être un problème. Mais la réponse, le contenant, je veux dire. La portion ONG et gouvernement est passée. On aurait pu leur poser la question et ils étaient ici, ils sont partis. Mais, comme tu viens de le dire, je pense que la réponse, c'est la méconnaissance. Et un des objectifs fondamentaux de notre Webauton aujourd'hui était justement d'offrir un certain nombre de réponses. Ouais. C'était de montrer aux gens qu'on peut se servir des médias sociaux pour propager une nouvelle, quelle qu'elle soit, pour propager un point de vue et pour faire un peu de logistique. Comme nous l'avons expliqué au début de ce Webauton, on donne du poisson à une personne, on la nourrit pour une journée, on lui montre à pêcher, on la nourrit pour la vie, et on ose espérer qu'on a un petit peu montré à pêcher aujourd'hui. Et on a encore 20 minutes pour le faire. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Michel, il y a Stéphane Damour de Multilink qui est en ligne encore. Oui, tu voudrais peut-être ajouter un point de vue là-dessus. Voilà. Rebonjour, Stéphane. Oui, Stéphane. Et voilà. On t'écoute, mon Stéphane. On a perdu. Il est ailleurs. Stéphane est ailleurs. Carla, tu voulais ajouter quelque chose tantôt? Oui, mais en fait, moi, c'est juste un truc par rapport à Twitter. Oui. On a reçu, j'ai reçu un tweet qui disait je suis à Montréal, j'aimerais savoir comment je peux faire distribuer des tentes en Haïti. Puis là, je me disais, Pierre peut sûrement l'aider, fait que j'ai tweeté l'adresse de Pierre, mais c'est juste pour dire, les gens sont là, ils nous écoutent, ils ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un peu la pertinence de faire un Webauton, puis tout ça, mais c'est justement donner ces outils-là à des personnes qui ne savent pas nécessairement quoi faire à travers le Twitter. On leur dit, justement, on les met en contact avec d'autres personnes, donc je trouve ça vraiment une initiative que je pense que beaucoup de gens vont pouvoir se servir par la suite. Bon tweet. Bon tweet. Stéphane Damour, via Skype. Stéphane, vous nous entendez? Ah, je pensais qu'on l'avait là. Stéphane Damour? OK, oui, je pense qu'on l'a. Stéphane Damour de Multilink via Skype. Est-ce que vous nous entendez? Ben non. OK. Christian, tantôt, vous aviez d'autres commentaires? Possiblement, mais là je suis interpellé, je regarde en temps réel Monsieur Damour qui nous parle. Il nous parle, mais on l'entend pas. Et qu'on n'entend pas. Oui. Mais moi, je vous entends très bien. Ah, ben voilà, on s'entend maintenant. Merci beaucoup. Alors, vous souhaitiez ajouter quelque chose? OK, on lui laisse le délai. Il va l'avoir. La question va se rendre. 20 secondes, c'est comme au Super Bowl. Ça fait partie de l'expérimentation, de la preuve de concept qu'on fait aujourd'hui. Le laboratoire dont on parlait en début de laboratoire. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est une petite anecdote, mais avant... Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui! Hello? Oui. Regarde, non, mais là en ligne pour qu'il nous voit. Lui, nous vois-tu? Ouais.
OK, j'ai l'impression que mes mots arrivent quelques secondes après. Oui, vous m'entendez? Là, je peux y Oui, aller. oui, on t'entend, vas-y. Avant la crise qui est arrivée en Haïti, les gens me demandaient ça sert à quoi de tweeter. Et personne n'était sur Twitter. Et là, après la crise, ils sont tous sur Twitter. OK. Et ce qui est à retenir, c'est que jamais les médias sociaux n'ont joué. Parce qu'il s'écoute sur Ustream, c'est ça qui arrive. Faut pas qu'il s'écoute sur Ustream. Faut qu'il ferme sur Ustream. Ah, ouais, Mais c'est pas grave. Les Merci. nouveaux médias n'ont jamais joué un tel rôle dans une catastrophe d'ampleur mondiale, que ce soit les 2 tours à New York ou le tsunami dans l'Asie du Sud-Est. Et ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement haïtien, autant que les organisations internationales, n'utilisent pas les médias ou ne l'utilisent pas à leur plein potentiel. Merci Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de continuer de supporter Haïti avec vos services Internet. On arrive à la fin de notre émission. Il nous reste encore 15 minutes. On va encore être capable de prendre quelques questions. Entre-temps, je pense que c'est peut-être le moment du bilan, le moment du remerciement. Il y a plusieurs gens qui ont été impliqués dans cette émission-là et on va tous les remercier au générique. Mais moi, je vais prendre quelques instants pour remercier notamment la direction de Vox, pour remercier le personnel de Vox qui ont travaillé énormément et qui ont fait toutes les ressources techniques, humaines et financières pour mettre sur pied ce projet-là. Ce projet-là est une expérimentation, c'est un laboratoire, et c'est un laboratoire qui peut servir Haïti. Et de un, vous pouvez continuer de faire vos dons pour aider Haïti. Et de deux, on croit humblement avoir fait évoluer la discussion dans l'adoption des médias sociaux pour changer les choses. On peut tous individuellement aider de notre façon, avec notre volonté, avec nos savoirs. Et en partageant nos savoirs et en partageant notre volonté et nos passions, bien, les choses bougent, comme nous l'a prouvé Pierre Côté en faisant son émission, comme nous l'a prouvé les ONG qui étaient ici présents aujourd'hui, comme nous l'a prouvé les journalistes qui font un nouveau type de journaliste, comme nous l'a prouvé Inside Disaster de Mme Carla Bouvet et de son groupe et des gens qui sont avec elle pour documenter en temps réel qu'est-ce qui se passe à Haïti. Et comme l'a prouvé tous les intervenants qui sont passés un après l'autre aujourd'hui, nous parler tout d'abord de la théorie des médias sociaux, par la suite discuter avec nous de comment les médias sociaux aident les ONG, le gouvernement, comment les médias sociaux changent les journalistes et finalement comment on peut faire des médias sociaux, quels sont les outils utiles pour les médias sociaux. En terminant, M. Philippe Martin, il y a un dernier conseil à donner aux néophytes qui veulent se lancer dans les médias sociaux? Ben, le dernier conseil que je pourrais leur donner, c'est qu'en fait, ce dont on assiste actuellement, c'est que tous les outils sont là. C'est dommage, on manque de temps, on n'a pas parlé non plus de la géolocalisation. Je pense que Google est très important dans le dossier aussi, parce que dans les situations de catastrophe, super important sur les cartes de pouvoir aller se repérer. Donc tous les outils sont là, on a de la vidéo, on a de la photo, on a de quoi publier du texte, on a le fil de nouvelles RSS qui permet aussi d'être une sorte de moteur du web 2.0 et on a ce nouveau canal de communication qui s'appelle Twitter. Ça fait que il ne faut pas oublier que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui sont extrêmement récents. Et puis ils sont là, mais c'est juste que les ONG ont beaucoup d'avantages à les utiliser, sauf qu'il faut qu'ils sachent que ça existe, puis ils savent. On est là pour justement leur donner une démonstration de ce qu'on peut faire. Voilà. Et ça, est-ce qu'on peut étendre ce principe-là aux entreprises en général? Parce qu'on sait que les entreprises médiatiques sont devenues présentes sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tous les types d'entreprises ont avantage à être présents dans ces réseaux sociaux-là ou pas? Moi, je pense que oui. De toute façon, c'est dans l'air du temps. Les outils sont là, on les utilise, ils sont pratiques. Qu'on soit entreprise de communication ou oui, pas? bien sûr, parce que les entreprises de communication peuvent s'abonner. On peut s'abonner à un fil RSS sur un hashtag sur Twitter. Mais on peut suivre tout ce qui se dit, ce qui se passe sur un texte précis. La question, on pourrait la poser autrement.
Est-ce qu'une entreprise a besoin de réseauter? Est-ce qu'une entreprise a besoin d'avoir des amis, d'avoir des supporters, d'avoir des clients, d'avoir des partenaires? Je pense que de toute évidence, la réponse est oui. Et les réseaux sociaux... Mais pas seulement externe. Mais c'est ça. Et les réseaux sociaux permettent de réseauter, justement, à l'externe, permettent de réseauter à l'interne. C'est d'ailleurs une des problématiques des médias sociaux, et c'est une des problématiques des relations publiques, ce n'est plus de la relation média, c'est de la relation avec les publics, et ces publics-là sont divers. Alors, les médias sociaux sont au cœur de la communication des organisations, des individus, des sociétés, et je pense que une fois que les entreprises, les individus et les organisations vont comprendre les médias sociaux, ben peut-être que ça ne sauvera pas le monde, mais la communication va être plus fluide. On a vu quand même des exemples. Ça sauve peut-être pas le monde, mais ça fait une différence. En fait, ça a sauvé quelques vies dans le cas d'Haïti. Bien, effectivement, ça a sauvé des vies. Et la vice-consul d'Haïti l'a témoigné. Il y a des gens qui étaient sous les décombres et que via SMS, ils disaient, voici ce qu'on peut faire. Michel, j'apprends à l'instant qu'Éric Fournier, le patron de Vox, va arriver dans 1 minute. Donc, on va l'avoir pour la conclusion de l'émission. Ce qu'on croit comprendre, c'est qu'Éric s'est embarqué dans cette aventure, dans ce laboratoire, pour tester la technique, tester aussi le personnel de Vox. Et puis, on va voir son bilan. Et, il a regardé en ligne le début de la web-diffusion depuis le début de l'après-midi. On va voir le bilan de ce laboratoire-là dans quelques instants. Christian Aubry, on peut avoir quelques commentaires? Oui, alors les gens qui nous regardent sont tous enthousiasmés par ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Ils nous disent que c'est de la belle télé en ligne. Ils nous disent qu'ils en reveulent en fait. Ils disent Vox, bravo et merci et encore, on en veut encore. Un bon 4 heures, c'est quelque chose qui sera refait, nous demande-t-on. Alors il y a une demande là-dedans. Je pense qu'on a eu un nombre de personnes au maximum qui est autour de 170, ce qui n'est pas énorme. Mais il ne faut pas oublier que c'est archivé, puis qu'on est dimanche après-midi ou dimanche soir, il fait beau. Et qu'il y a les Olympiques. Et qu'il y a les Olympiques aussi. Et que c'est diffusé sur plusieurs autres canaux qui ne sont pas comptabilisés nécessairement ici. Peut-être aussi qu'avec la version gratuite de Ustream qu'on a utilisée, il y a peut-être une limite qu'on a atteinte et que peut-être en prenant des accords avec eux, on pourrait dépasser cette limite. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre le risque aussi, parce qu'il y a une notion de risque dans tout ça. Souvent, les entreprises ou les organismes ne veulent pas prendre ce genre de risque en se disant peut-être ça va planter. Mais vous le voyez aujourd'hui, ça fonctionne quand même. Et si jamais il y a un petit problème, les gens, grâce au web aujourd'hui, sont habitués à ça et sont beaucoup moins exigeants qu'avant. Merci, Christian. Merci. Éric Fournier, d'abord, expliquez peut-être à nos internautes pourquoi tu as accepté de te lancer dans cette aventure-là. Parce que vous m'y avez forcé. Ça, c'est vrai. C'est surtout pour ça. Et qu'on est plus fort que toi. Et puis parce qu'à Vox, on veut oser. Et j'espère qu'on a osé grâce à vous. Alors, c'est un peu ça le but. Et ta conclusion? Tu as vu un peu le show, tu as vu l'expérimentation? Je sais pas, c'est assez technique, hein, finalement, tout ça. Je veux dire, est-ce qu'Haïti va pouvoir collecter tous les bénéfices? En tout cas, peut-être des associations qui vont peut-être pouvoir mieux comprendre les médias sociaux. Mais c'est plus technique que je pensais. Hein? Je sais pas. Dans quel sens? Je sais pas, il y a du fil partout. Il me semble qu'en télévision, c'est plus clean que ça. Des fois, je sais pas, mais il y a quand même un petit peu des laptops à l'écran et tout ça. Non, il y a un petit peu quelque chose. Puis, en même temps, la prestation, bravo pour votre prestation. Mais je pensais aussi que c'était plus... je suis dans le stéréotype de dire que ce qui est sur l'Internet est un peu plus débridé et tout ça. Finalement, vous avez fait ça avec un grand professionnalisme. Et on peut se laisser aller, il n'y a pas de problème, là. Alors, voilà. Alors, merci d'avoir été là. Merci de nous permettre d'expérimenter. Je crois qu'il faut remercier toute l'équipe de production Vox et tout ça autour. Félicitations. Et puis, surtout, ce qu'on fait à Vox, il y a toujours une suite sur Internet, sur Mojo TV. Tout a été capté, tout ce qui est l'underground et tout ça. Alors, ne nous manquez pas sur Mojo TV. Tu ne trouves pas que ça fait du bien de savoir? Ben, ça fait toujours du bien de savoir. Surtout quand on est télégénique comme vous. Salut, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis ces 4 dernières heures. Et une dernière fois, Michel, brièvement, tu pourrais inviter nos internautes à continuer de donner. Oui, on a le site haïti.guignoletsduweb.org. Vous pouvez cliquer sur les hyperliens transactionnels qui sont dans la barre latérale droite. Vous pouvez cliquer sur les hyperliens menant ou à ces organisations-là qui sont
au Canada, qui sont en Belgique, qui sont en France. Vous pouvez vous servir des médias sociaux pour faire la différence, pour communiquer avec les gens qui peuvent faire la différence, pour faire partager des idées. Écoutez, c'était une expérience extraordinaire que de monter ce show-là. Moi, je remercie personnellement tous les bénévoles, parce que tous les gens qui sont autour de la table et tous les gens qui ont participé à ça l'ont fait de façon gratuitement. Vox nous a offert ces installations de façon gratuitement, son personnel gratuitement. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise dans ce show-là. Moi, ça me touche beaucoup. Je crois que ça va changer les choses et au plaisir de vous revoir dans un autre contexte et de communiquer avec vous sur les médias sociaux. Merci beaucoup, Marie-Èvelyn Michel, de se joindre avec nous pour la fin de cette émission. Carla Beauvais? Oui, mais moi, je voudrais juste dire un petit truc avant qu'on conclue. On parle de l'importance de ces outils-là et puis ce que ça peut faire pour le citoyen. Je voudrais juste mentionner que nous, on a organisé un spectacle au Théâtre TELUS le 21 qui était une levée de fonds. On a été diffusé sur le web et on a ramassé 95 000 $. C'est quand même une action citoyenne. Ouais. On peut dire qu'on a utilisé ces outils-là puis on a été capable de ramasser 95 000 $. Donc, si on a pu donner des outils aux gens pour qu'ils puissent être capables d'utiliser Twitter, Ustream, peu importe, pour faire des actions pour ramasser des sous pour Haïti, mais j'espère qu'on aura pu au moins aider des gens à pouvoir prendre ces idées-là et les appliquer. Merci beaucoup. En terminant, Claude? Juste un mot pour évidemment remercier toute l'équipe et Michel de m'avoir invité à participer à cette expérience-là et j'espère que cette expérience va révolutionner la façon dont on fait de la télé. C'est clair. Je pense que oui, c'est un nouveau jalon. Philippe Martin, merci beaucoup d'avoir participé à cette dernière heure. Ça fait plaisir de venir partager avec vous mes connaissances. J'espère que ça va continuer. C'est juste le début pour moi. Tout à fait. Pour les gens. Christian Aubry, en terminant, merci. Moi, je suis désolé, je suis occupé avec les internautes. Alors, à bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Emile Jean Alphonse.